Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission de Truth TV, une émission consacrée dans la série de productions que nous avons initiée dans le cadre de la présidentielle ivoirienne du 31 octobre prochain. Et aujourd'hui, nous sommes avec Kouadio Kona Bertin, dit Kakabe, candidat indépendant à cette présidentielle. L'on se rappelle que l'homme a été député de Port-Boué, il a aussi été président de la jeunesse du PDCI. Germanophone de formation, il est planteur de profession. Encore une fois, il est dans la course, comme en 2015, où il est arrivé troisième. Et encore une fois, nous voulons savoir les raisons de cette candidature. Lui qui avait dit qu'il allait désister si d'aventure Henri Konan Bédié passait. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il revienne dans la course? Nous allons le savoir dans le cadre de cette émission. Encore une fois, merci de nous suivre et bonjour à monsieur et merci de nous avoir reçus. Monsieur le candidat. Bonjour. Merci, vous êtes candidat indépendant à cette présidentielle, alors que vous aviez annoncé que ce n'était pas évident que vous puissiez revenir dans cette course. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu? Merci de me donner encore une fois l'occasion, n'est-ce pas, de clarifier ces choses pour que l'on comprenne bien. Je suis militant du PDCI-RDA. Et tout mon parcours au PDCI-RDA, j'ai essayé d'être un militant discipliné, modèle. J'ai rappelé sur la chaîne de télévision de TV5 que la tradition au PDCI-RDA, c'est que le président du parti est le candidat naturel. Oui, depuis Houphouët-Boigny, il en était ainsi. Sauf que le PDCI-RDA a plus de 70 ans d'existence. Et en 70 ans, le PDCI-RDA ne peut pas n'avoir formé qu'un seul cadre capable de diriger la Côte d'Ivoire. Nul n'est éternel. La preuve, Houphouët n'est pas là, et la vie continue sur Terre. Et donc, le président Bédié étant le président du PDCI, il est le candidat naturel. Mais, nous le savons très bien. Et puis nous avons ensuite, dans nos textes, écrit que désormais, les candidats du parti se désignent, ou du moins le candidat du parti se désigne à une convention. La convention au PDCI-RDA a une vocation élective. Et c'est un, dit-on, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, vous comprenez bien, le PDCI-RDA. Et j'ai dit, Bédié est le candidat naturel. Je l'accompagnerai s'il m'associe. Ah non, il ne faut pas que les gens oublient qu'ils considèrent toute ma phrase. S'il m'associe et par loyauté, je l'accompagnerai. S'il vous associe à quoi? Mais à tout. La preuve, nous allons à une convention. Le parti fait appel à candidature. J'étais heureux parce que je me suis dit que mon parti, le PDCI, veut servir aux Ivoiriens. Eh bien, la bonne leçon de la démocratie. Nos partis doivent être eux-mêmes des officines de la pratique démocratique. On va à une convention. Si M. Bédié avait été désigné à une convention qui m'aurait battu, il sortirait grandi. Parce qu'il aurait donné au peuple l'image d'un démocrate, l'image de l'homme humble, qui accepte d'affronter un autre dans son propre parti. Voici comment j'entendais aider Henri Konan Bédié que je porte dans mon cœur. Et ça ne l'a pas été. Malheureusement, il y a quelques faucons autour de Bédié qui ont leurs intérêts qu'ils veulent protéger. Et qui, comme hier, ils l'ont fait à Guéni Kobna, sans tirer les leçons du passé, eh bien, ils m'ont fait la même chose. Ils ont essayé de me mépriser et de m'humilier. Que voulez-vous que je fasse si on me refuse à moi la parole dans le PDCI-RDA? J'ai donc décidé de prendre rendez-vous avec le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Kobena qu'ils vous ont fait ou ils ont fait à Bédié? Guéni Kobna avait simplement levé le petit doigt pour prendre la parole à un congrès. On le lui a refusé. En sortant de la salle du congrès, il a promis la chose suivante. Je vais réduire le PDCI-RDA à l'état de relique au nord et à l'état de vestige au sud. Sa prophétie s'est réalisée. De 2010 à 2019, pendant 9 ans, le PDCI a été à la soupe du parti de Guéni Kobna, qu'on a humilié en le traitant de solitaire qui prêchait dans le désert. Je pensais que l'on allait s'inspirer de cette leçon-là. On m'a fait exactement la même chose.
J'ai déposé mes dossiers régulièrement dans les normes. Et j'ai même ajouté que si je suis battu à la régulière, j'appellerai à voter Henri Konan Bédié. Je ferai sa campagne. Je vais donner à Bédié le costume du démocrate. Et je n'ai pas envie que mon père, celui que j'aime, finisse comme ceux sur le continent qui, au soir de leur carrière, s'accrochent et falsifient, tripatouillent les textes de leur parti et de leur pays. Ce n'est pas l'image que j'ai souhaitée pour mon père. Malheureusement, les autres ont donné autre chose. Alors, après la frustration de Guéni Kovena, il a promis de détruire le PDCI. Vous dites que c'est cette prophétie qui est accomplie. Mais vous, après cette frustration aussi, si frustration vous le sentez, qu'est-ce que vous allez faire? À la différence de Guéni Kovena, je ne participerai jamais à tuer le PDCI-RDA. Je rappelle à toute fin utile que je ne suis pas, dans l'histoire du PDCI, le premier candidat indépendant. En 2000, à la suite d'une convention, Émile Constant Bombé a été désigné par voie élective. Henri Konan Bédié, alors président du PDCI, a-t-il donné le bon exemple? J'en sais rien, mais il était candidat indépendant. Et Yampan était candidat indépendant. Les deux n'ont jamais été radiés, n'ont jamais été sanctionnés. Je ne suis pas donc le premier à être candidat indépendant. Et puis, entre nous, si vous arrivez à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le PDCI a à peine 80 députés. Mais sur les 80 députés, plus de la moitié ont été candidats indépendants dans leur localité. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont donc battu campagne, ils ont battu les candidats du PDCI et après ont donné leur victoire au PDCI-RDA. S'ils n'avaient pas été candidats, ceux-là indépendants, le PDCI aurait perdu tous ses sièges. En tout cas, l'un d'entre eux, c'est le jeune Olivier Akoto de Daoukro. Bien entendu, il n'y a pas que lui. Tous les deux députés de Yamoussoukro sont indépendants chez Houphouët-Boigny. Le maire du PDC, le maire de la localité de Yamoussoukro, a été le premier candidat indépendant à la mairie en 2000. Il est aujourd'hui délégué du PDCI-RDA. Vous voyez bien que quand je vais gagner ces élections présidentielles, j'aurai les moyens de m'occuper du parti de Félix Houphouët-Boigny, donc du PDCI-RDA. Alors, au niveau de votre candidature, quand on regarde le PDCI, vous entendre parler, c'est comme si le PDCI n'est plus le même PDCI-RDA. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'indépendants. Mais quoi qu'il en soit, c'est un parti qui compte dans le paysage politique ivoirien. Bien entendu, il compte et j'aimerais bien qu'il continue de compter. Pour ça, je ne veux pas le voir mourir. Or que depuis une quinzaine d'années, les actes que nous posons, écoutez, ne me rassurent pas sur ce qui pourrait donc aider le PDCI à exister dans l'avenir. C'est pourquoi je prends mes dispositions dès maintenant, parce que je suis quelqu'un qui prévoit. Alors, vous êtes un candidat indépendant, issu, donc vous avez dirigé la jeunesse du PDCI, la JPDCI. Aujourd'hui, vous êtes candidat indépendant, mais vous n'avez pas pu également réunir autour de vous les autres cadres qui sont jeunes, comme Bion, comme Olivier Akoto, dont j'ai évoqué, qui est député de Daoukro, et d'autres jeunes qui ont été également indépendants. Est-ce que vous avez réussi à les fédérer autour de votre personne? Ça n'a pas été un projet pour moi de fédérer toutes ces valeurs. Ce sont des valeurs. Je le concède, nous sommes dans le monde de la liberté et de la démocratie. Je ne peux pas avoir la prétention d'avoir autour de moi tout le monde. Sinon, la démocratie en interne n'aurait plus de sens. Certains continuent de penser que Bédié est l'espoir de la Côte d'Ivoire. Ceux que vous citez là sont avec lui. Moi, ce n'est plus ma façon de voir les choses. J'ai vu des gens qui, en 2005, traitaient Bédié de vieux. En 2020, les mêmes viennent proposer la candidature d'Henri Konan Bédié. Où est la cohérence dans leur démarche? Aime-t-il réellement Henri Konan Bédié? En 2005, il avait toute l'opportunité de revenir au pouvoir. En 2010, pareil. J'avais souhaité qu'ensemble, au PDCI, nous fédérions toutes nos forces, nos énergies pour que Bédié soit réhabilité en 2010. Ça n'a pas été le cas non plus. Les mêmes aujourd'hui n'étaient pas avec nous. Ceux dont vous citez les noms, où étaient-ils en 2005, en 2010? Eux qui considéraient déjà à cette époque que Bédié était vieux et dépassé. Comment vous expliquez que 10 ans plus tard, ils viennent maintenant proposer au peuple la candidature d'Henri Konan Bédié? Il y a une telle contradiction flagrante. Alors, en 2015, vous avez été candidat contre Alassane Ouattara, mais également contre la volonté de Bédié qui a soutenu en 2015 la candidature du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous vous présentez comme contre les deux. Alors, contre les deux, est-ce que vous estimez avoir la carapace solide pour tenir? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. François Mitterrand, dans l'histoire de la République, de la politique française, a été certainement une des grandes figures de la politique française. François Mitterrand a été candidat pour la première fois en 1965.
Il n'a été élu président de la République française qu'en 1981. Vous voyez le temps qui sépare les deux dates. Quiconque est mu par le désir de servir les intérêts d'un peuple place son action toujours dans le temps et dans la durée. C'est pour ça que je ne choisis pas de raccourci. Vous ne me verrez jamais avec un pistolet en main ou un fusil en main pour me faire entendre, animer une rébellion, faire tuer des Ivoiriens pour me faire entendre. J'ai des idées, je les propose au peuple. Le jour où les Ivoiriens adhéreront à mes idées et accepteront de faire de moi leur président, c'est à eux de décider. Est-ce que c'est en 2020? Est-ce que c'est en 2025? C'est à eux de décider. C'est aussi quand même la volonté de Dieu, lui qui établit tout pouvoir. Alors vous faites partie des jeunes qu'on reproche d'être suffisamment ambitieux et très pressés pour accéder au niveau du pouvoir. Que répondez-vous à de tels propos? Je ne suis pas un homme pressé. J'ai 52 ans. Félix Houphouët-Boigny est devenu président de ce pays à 55 ans. Était-il pressé? Laurent Gbagbo est devenu président de ce pays à 54 ans. Était-il pressé? J'ai 52 ans, l'âge de la maturité, l'âge requis pour être président de la Côte d'Ivoire. Et je vais être président en octobre prochain. Mais les contextes ne sont pas les mêmes, parce que Laurent Gbagbo était président de son parti. Donc vous pouvez pareil, mais vous n'êtes pas président du PDCI RDA. Ce qui vous dit, c'est écrit où? Que pour être président de la Côte d'Ivoire, il faut forcément président. Les contextes ne sont pas les mêmes. Mais bien sûr, c'est parce que les contextes ne sont pas les mêmes que je mets toutes mes chances maintenant. Combien sont-ils les jeunes de ce pays qui vont s'inscrire sur la liste électorale? Ils ne viennent pas s'inscrire, ils ne sont pas intéressés. Mais est-ce que nous nous posons la question de savoir pourquoi nos enfants refusent de s'intéresser aux listes électorales, de s'intéresser à ce que nous faisons? Parce qu'eux, ils considèrent que c'est une affaire de vieux. Depuis 30 ans qu'ils sont nés, ils ne voient que les mêmes visages, qui les appellent toujours à marcher dans la rue pour mettre leur vie en danger. Pendant qu'ils sont au chômage, ils n'ont personne pour penser à leur avenir, pour penser à leur vie, pour construire la paix et penser à leur avenir. Ma candidature, c'est l'opportunité pour les jeunes de Côte d'Ivoire de s'émanciper. Et je leur dirai, plus jamais vous laisserez quelqu'un décider à votre place. Votre destin entre vos mains, il faut l'assumer dès maintenant. Alors, en 2018, vous êtes réconcilié avec Henri Konan Bédié à Daoukro. Vous avez dit, c'est fini, la paix est revenue entre vous et pour les uns et les autres, tout est réglé. Est-ce que l'accord a volé en éclats? Pour ne pas dire, est-ce que la paix a encore été ébranlée? Non. Bédié demeure mon père. Sauf que nous n'avons pas la même vision sur l'avenir. Je dis qu'on ne peut pas décider à la place des jeunes, sans les jeunes. Non. Il est temps que nous puissions répondre aux aspirations du peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens rêvent maintenant de renouveau. Les Ivoiriens rêvent maintenant de voir le rajeunissement de la classe politique ivoirienne. Les Ivoiriens sont fatigués de la guerre. Or, Bédié, Ouattara et Gbagbo, tous les trois, nous invitent chaque fois dans une guerre d'ego. Dans une guerre d'ego. Pour leurs égos, on ne peut pas demander aux Ivoiriens de prendre chaque fois rendez-vous avec la mort. Ça suffit de cette façon. Ça suffit, cette façon de faire. Les Ivoiriens aspirent à la paix et vivre pour construire ce pays et leur avenir. Ma candidature est une candidature de paix. Est une candidature de paix, et je l'ai dit. Je ne veux plus participer à tout ce qui divise le peuple de Côte d'Ivoire. Dans un pays qui sort de guerre, profondément divisé, les Ivoiriens ont besoin de rassemblement, d'un leader qui va les rassembler largement au-delà, n'est-ce pas, des lignes, des clichés, au-delà des frontières des partis politiques. Vous voyez bien, quand je serai élu président, j'irai chercher toutes les valeurs, toutes les compétences partout où ils se trouvent, qu'ils soient du RDA, du PDC ou du FPI, peu importe, comme il faut la faire, la géopolitique, faire en sorte que toutes les tribus de Côte d'Ivoire se reconnaissent dans mon action, de sorte que devenu président, ce ne soit pas seulement que les Baoulés qui soient heureux, parce que je suis Baoulé. N'oubliez pas que nous sommes un conglomérat d'une 60aine de tribus. En plus, nous avons accueilli librement nos compatriotes de la sous-région, qui eux aussi ont besoin d'être en paix. Ce qu'ils n'ont pas trouvé chez eux, c'est pourquoi ils sont venus chez nous là. Il ne faut pas le gâcher. Il ne faut pas le gâcher. Voyez-vous, ces trois que je viens de citer ont encore-ils le temps de penser à tout ça? Quand est-ce qu'ils finiront avec leur guerre d'ego? Et pourquoi voulez-vous que les 30 millions et plus que nous sommes d'Ivoiriens, nous continuons de les suivre dans cette façon de faire? Depuis que nous sommes nés jusqu'à 50 ans révolus, nous n'avons jamais eu cette chance en Côte d'Ivoire d'assister à une passation de charge entre deux présidents, un sortant et un élu. Mais pourquoi? Pourquoi? Oufou est mort, la mort l'a emporté, Bédié s'est installé.
Robert Gueye a chassé Bédié par un coup d'État, il s'est installé. Gbagbo a chassé Robert Gueye, il s'est installé. Ouattara a chassé Gbagbo, il s'est installé. Ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? Voici les questions que les jeunes se posent. Oui, justement. Et nos aînés ont-ils conscience de cela? Je n'ai pas l'impression. Voilà 10 ans qu'on a fait la guerre. A-t-on soldé les contentieux de cette guerre? Non. On a fait du surplace, on n'a pas évolué et tout nous rattrape. Et pourquoi voulez-vous qu'on les laisse continuer? Comme si en dehors de ces trois, il n'y a plus d'autre intelligence dans ce pays. Pourquoi? Pourquoi? Je veux démontrer que la jeune génération peut avoir du génie à proposer au peuple de Côte d'Ivoire et même donner des leçons à ceux qui auraient pu être habités par la sagesse. Vous parlez à cette même jeunesse, mais on a l'impression que vous prêchez dans un désert. Pourquoi vous le dites? Ouais, puisque, comme je l'ai dit, les jeunes se sont rangés derrière ces-mêmes au niveau de camp Gbagbo. C'est Gbagbo ou rien les Gor. Afin Guessan tient la légalité, mais pas la légitimité. Au niveau du RHDP, c'est Alassane Ouattara. Au niveau du PDCI RDA, c'est Henri Konan Bédié. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes, j'ai dit, vous semblez prêcher dans un désert. Et alors, comment j'ai obtenu donc mon parrainage? Les jeunes se sont mobilisés comme seul homme sur le terrain pour m'accorder leur signature. Alors aux élections, vous allez voir, parce que vous semblez limiter, réduire la jeunesse à quelques visages. Mais c'est le constat, ce n'est pas réduire. Et cette majorité silencieuse, qu'en dites-vous? Ils vont le démontrer le jour des élections, le 31 octobre. Qui sont beaucoup nombreux tapis dans l'ombre, qui n'ont pas accès à vos médias, dont la voix n'est pas su, n'est pas connue, n'est pas entendue. Mais ils sont des milliers, ces jeunes-là. Ils sont des milliers. Il ne faut pas réduire ça à quelques individus. D'accord. Alors, nous allons parler également du contexte dans lequel cette élection se déroule. Il y a le contexte de la contestation du troisième mandat d'Alassane Ouattara. Que pensez-vous du troisième mandat d'Alassane Ouattara? C'est parce que je pense qu'il importe. Que dit la Constitution? Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas constitutionnaliste. On ne peut pas donner à un peuple une constitution à interprétation. C'est donner libre cours à tous les risques. Et c'est à ça qu'on assiste. Alors je vous dis... Justement, ce n'est pas ce clair-obscur là finalement qui vous rattrape vous tous? Bien entendu, qui nous rattrape tous malheureusement ce clair-obscur, vous faites bien de me prêter le mot. J'étais député à cette époque où le président Ouattara a proposé donc le changement de constitution. En tant que député du PDCI, discipliné que je suis, j'ai été comme tous les autres voir le président du parti, Henri Konan Bédié, pour lui dire, moi je ne suis pas juriste. Ouattara nous propose de changer de constitution, qu'est-ce qu'on fait? Bédié me dit, ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, ce n'est pas d'une nouvelle constitution. Ouattara pourrait l'interpréter en sa faveur, puisque vous trouverez toujours des juristes véreux, par ses propres propos, qui vous diront que la nouvelle constitution nous fait rentrer dans une nouvelle république. Donc, met tous les compteurs à zéro. Et le moment venu, Ouattara pourrait se prévaloir pour demander un troisième mandat. Pour éviter ça, n'allons pas à la nouvelle constitution. Procédons tout simplement à une révision constitutionnelle. Voici ce qu'était notre position à tous. Quand j'ai commencé à mobiliser l'ensemble des députés pour aller dans ce sens, M. Ouattara et M. Bédié se rencontrent. M. Bédié change de position. Maintenant, il faut aller à une nouvelle constitution. J'ai été le seul député à m'y opposer et à prévenir. Quand vous donnez à un pays une constitution à interprétation, taillée sur mesure pour deux individus, que vous imposez au peuple de cette façon, quand viendra le moment de l'interpréter, ce sera la guerre. Justement, dans cette même constitution, il y avait la limite d'âge qui était retenue, après qui a sauté. Est-ce que ce n'était pas le signe avant-coureur que ça allait être sujet à interprétation avec les conséquences qu'on connaît? Mais tout le monde savait. Donc on n'est pas surpris. Pourquoi c'est bon, on interroge pour savoir ce que je pense. Quand Henri Konan Bédié a changé de position, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je me suis opposé. La preuve, j'ai été le seul député à m'opposer à cette loi, au changement des constitutions. Pour cela, on m'a arraché mes primes de section. Pour cela, j'ai failli être tué, assassiné à Bonon. Pour ça, je suis pu retourner à l'Assemblée nationale. Voilà la sanction. Alors vous voulez dire que Bédié est tombé dans son propre piège aujourd'hui? Les gens sont victimes de leur propre turpitude.
Ce n'est pas à moi d'assumer à leur place. Alassane Ouattara lui-même avait déclaré qu'il n'allait pas être candidat et qu'il passerait la balle à une nouvelle génération. Aujourd'hui, il est candidat. Vous êtes jeune. Que pensez-vous de cette attitude du président? C'est de l'incohérence. Moi, je pense qu'un homme d'État, un chef d'État, doit avoir une parole. Ça manque à l'ensemble de notre classe politique. C'est cette façon ancienne de faire la politique que nous voulons changer. Il faut y mettre fin. Alors pour cette candidature, vous êtes 4, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi N'Guessan et vous-même. Pour certains, votre candidature, c'est de faire valoir parce que Alassane a besoin d'une légitimation. Et c'est comme ça que vous jouez. Mais c'est moi qui l'ai légitimé en 2015. Qui c'est qui a appelé à donner un second mandat à Alassane Ouattara? Souvenez-vous, ce pont allait sur le voie un second mandat. C'est moi qui l'ai dit. Pourquoi s'étonne-t-on aujourd'hui? Parce que je suis candidat, subitement, c'est moi qui vais cautionner Ouattara. C'est maintenant que Ouattara est candidat. Ouattara a déjà fini 2 mandats avec la caution de tout ce monde-là. Pourquoi c'est maintenant qu'il se réveille? Se réveille-t-il sérieusement dans des positions qui sont ceux ou celles des Ivoiriens? Ne sont-ils pas en train de prêcher pour leur propre chapelle? Je n'aime pas l'instrumentalisation du peuple. Je n'aime pas ceux qui pensent qu'on vient en politique pour instrumentaliser le peuple pour ne servir que ses propres intérêts égoïstes. C'est maintenant qu'on découvre Ouattara. C'est maintenant qu'on le découvre. Où était-il tout ce monde depuis tout ce temps? Pourquoi subitement? Là, maintenant, il faut appeler les gens à aller se faire tuer dans les rues. Qu'on m'explique, qu'on me convainc. Je ne marche que quand je suis convaincu. Et la conviction, celle que je recherche, c'est l'intérêt des Ivoiriens. Vous ne rejoindrez pas l'appel à la désobéissance civile lancé par Henri Konan Bédié. D'abord, il faut bien m'enseigner une chose. Un propos d'un homme politique qui peut conduire à la mort de ses concitoyens, abstiens-toi de le prononcer. Un acte que tu poses qui peut déboucher sur la mort d'autrui, abstiens-toi de poser cet acte. Je ne ferai jamais rien dans ce pays pour mettre la vie des Ivoiriens en danger. Donc vous ne pourrez pas partir... Je suis un homme de paix et je ne suis pas donc partisan de la violence. Mais appeler à la désobéissance civile, ce n'est pas forcément appeler à la violence. Je ne connais pas les contours de cette désobéissance civile. Pourtant, la Constitution dit que le peuple a droit à la désobéissance civile. Très bien. Pourvu que ça ne débouche pas sur des morts, je ne peux pas aller contre ce que prescrit la Constitution. C'est pour ça que je ne m'oppose pas à eux. Je ne suis pas opposé à eux. L'un des candidats, Pascal Affi N'Guessan, vient également de rejoindre cet appel à la désobéissance civile. Vous semblez être seul qui ne va pas rejoindre cette désobéissance civile si on vous entend. Est-ce que ça ne pourrait pas se retourner contre vous à un moment donné de l'histoire? Vous voyez, en 2005... Pour avoir soutenu l'insoutenable. En 2005, Affi N'Guessan traitait Henri Konan Bédié de punir échappé. Il ne peut pas venir en 2020 proposer Bédié comme le punais qui peut nous faire voyager sans risque. Quelle contradiction. Et puis, où est la cohérence dans leur démarche de dire qu'ils sont candidats à une élection présidentielle qu'ils ne souhaitent pas voir se tenir? Je veux enseigner la cohérence aux nouvelles générations, aux jeunes de ce pays. La cohérence en tout. La cohérence. Soyons cohérents dans ce que nous faisons. Ayons une ligne claire. Enseignons des valeurs à notre jeunesse. La roublardise ne peut plus prospérer dans ce pays comme valeur. L'homme politique doit avoir un mot, une parole, et une seule. Une parole. Je ne peux pas traiter Henri Konan de punir échappé et venir m'accrocher à ce punais 20 ans après pour le proposer aux Ivoiriens pour qu'ils voyagent avec. Je suis désolé. Il n'y a pas de cohérence. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Peut-être que je ne suis pas du même plumage qu'eux. C'est pour ça qu'ils ne m'associent pas. Mais s'il y a une décision à prendre, je la prendrai à mon âme et conscience dans l'unique intérêt du pays, du peuple de Côte d'Ivoire. Non pas parce que quelqu'un m'a lancé un appel. Et Affi N'Guessan, qu'est-ce qu'il dit? Quand je n'aurai pas le choix, je vais le rejoindre. Voyez-vous, quelle prétention. Quand je n'aurai pas le choix, on ne me force pas dans la vie. Et Affi N'Guessan ne peut rien obtenir de moi en me forçant la main. Mais Affi N'Guessan menace d'ailleurs de retirer sa candidature. Ce n'est pas sûr qu'il va continuer parce qu'au moment où nous enregistrons cette émission, nous ne sommes pas sûrs qu'il va poursuivre parce qu'il a dit qu'il ne serait pas candidat sous certaines conditions. Vous pensez également, vous envisagez retirer votre candidature également?
Jusqu'à l'heure où nous parlons, je suis candidat. Nous avons le temps devant nous. Vous y avez pensé au regard des règles du jeu? Je dis jusqu'à l'heure où nous parlons, je suis candidat. Je répète, nous avons le temps devant nous. Et quoi que je fasse, je n'agirai jamais sous la dictée d'autrui. J'agis toujours que dans l'unique intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, le peuple souverain, pour qui je me suis engagé dans ce milieu politique. Parce que je veux servir le peuple, rien que le peuple. Alors, pour le troisième mandat d'Alassane Ouattara, il y a eu beaucoup de bruit et la communauté internationale s'y est invitée. Le représentant spécial de l'ONU a séjourné en Côte d'Ivoire pour essayer d'arrondir les angles, appeler à ce qu'il y ait de l'inclusion par rapport à cette élection. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a tapé également dans la fourmilière en enjoignant l'État de Côte d'Ivoire de tenir les élections dans l'inclusion et de permettre à tous les candidats, notamment à Guillaume Soro qui l'avait saisi, de pouvoir faire acte de candidature. Que pensez-vous de l'intervention de ces organes au plan international dans le processus électoral en Côte d'Ivoire? J'ai été celui qui, il y a 3 ans, s'est déplacé en France pour rencontrer Abdou Diouf. Le président Abdou Diouf, je lui ai dit la chose suivante. Vous êtes l'ancien président du Sénégal. Félix Houphouët-Boigny, avant sa mort, a créé le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et il a fait de vous le parrain du prix. Sur l'ensemble du continent, c'est vous qui l'avez choisi. Monsieur Abdou Diouf, je suis venu vous rappeler que le pays d'Houphouët est en crise, ça fait durer depuis 20 ans. Et c'est devenu une crise d'ego. Nous sommes dans la recherche sur le continent d'hommes charismatiques capables de parler à Bédié, à Ouattara et à Alassane et à Gbagbo pour qu'ils mettent fin. Je pense que vous qui êtes le parrain du prix Houphouët, vous êtes la personne indiquée, choisie par Houphouët pour veiller sur son pays. Monsieur Abdou Diouf, je viens vous appeler au secours de la Côte d'Ivoire. Pendant qu'il est temps, faites quelque chose, parce qu'après, ce sera trop tard. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai été au Ghana voir Jerry Rawlings pour l'associer au processus. Lassana Kouyaté de la Guinée. Tous les trois, mettez ensemble vos efforts. Rentrez en jeu pendant qu'il est encore temps. Ne jouez pas aux pompiers ou aux médecins après la mort. Je suis partisan du dialogue parce que j'ai été à l'école de la paix. On peut toujours dialoguer et dialoguons. Je salue l'arrivée de l'ONU enfin dans ce débat. J'espère qu'il n'est pas encore trop tard. Je leur souhaite beaucoup de courage parce que nous en avons besoin de dialogue. Faire asseoir tous les acteurs politiques afin que nous allons à des élections apaisées qui réconcilient les peuples de Côte d'Ivoire. Voilà mon souhait. Qu'ont dit ces personnalités que vous avez rencontrées? Quelle a été leur réponse? Nous avons les mêmes analyses, la situation, les mêmes points de vue. Vous êtes allé voir Abdou Diouf, vous avez vu Rawlings, vous avez vu Kouyaté, c'est pour qu'ils parlent à Bédié, à Ouattara et à Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en retour? Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais nous sommes là. Est-ce qu'ils avaient pris l'engagement de le faire? Je pense qu'ils m'ont bien écouté. Je pense que tous avaient compris la pertinence de ma démarche. Maintenant, est-ce qu'ils ont agi? J'en sais rien. Vous ne vous êtes pas rassuré que c'est fait ou c'est pas fait? Ben, si ça avait été fait, on ne serait pas là. Vous le croyez vraiment? Je constate qu'on n'a pas bougé. Vous êtes toujours à cette émission spéciale consacrée à la présidentielle ivoirienne du 31 octobre prochain et nous nous entretenons toujours avec Kouadio Kona-Bertin dit KKB. Il est candidat indépendant pour la prochaine présidentielle. Sur la même liste, il y a 3 autres personnes. Alassane Ouattara, candidat et président de la République. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, la branche légale, on dira comme ça. Et également, Henri Konan-Bédié, le président du PDCI RDA. Alors, vous êtes indépendant. En 2015, vous avez été indépendant. En 2020, vous êtes indépendant. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé également à lancer votre propre mouvement pour vous affranchir totalement de la tutelle du PDCI RDA? Peut-être que le moment n'est pas encore arrivé, mais croyez-moi, j'ai fait ce serment à Houphouët-Boigny. Je ne compte pas trahir sa maison, quelles que soient les raisons que je pourrais avoir. Je veux demeurer militant du PDC. Vous n'allez pas quitter? Non, c'est pas ce que je souhaite. Et si en face, il vous demande de tirer les conséquences? Soro Guillaume a créé son parti. Brégoudé a créé son parti. Il m'était tout à fait loisible si je voulais créer un parti, de créer un parti. Oui, mais pourquoi vous ne le faites pas? Non, je suis plein, je suis au PDCI. Et je m'y plais, malgré tout.
Je suis au PDC hier. Oui, mais avec une voix qui peine à se faire entendre parce que les uns et les autres semblent... La goutte d'eau qui tombe goutte à goutte après sur le rocher le plus dur finit par donc le percer. Si vous ne vous bercez pas d'illusion finalement. Ben, on verra bien. Parce que vous dites, vous vous assumez, vous êtes candidat et vous dites, ce n'est pas sûr que la première fois ça va marcher. Vous avez pris l'exemple de Mitterrand, de 65 pratiquement dans les années 80 pour être président. C'est beaucoup d'années. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les réalités de la France ne sont pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Mais sur le continent aussi, on a vu des jeunes qui s'affranchissent et qui arrivent à se faire élire. On a vu Macky Sall au niveau du Sénégal qui s'est affranchi de Abdoulaye Wade. Emmanuel Macron s'est affranchi du Parti socialiste en France. Vous dites que vous avez fait le serment à Houphouët-Boigny de ne pas trahir la maison, alors que vous êtes présenté en même temps comme le fils rebelle du vieux. Heureusement que je suis rebelle sans armes. Le fils rebelle ne signifie pas forcément fils armé. Ben, il y a bien d'autres. Oui, allez. Qui ont été rebelles, armés, et qui sont avec eux, adulés. Mais vous n'êtes pas armé. Moi, j'ai pris Dieu qui ne m'inspire jamais de prendre une arme pour me faire entendre. Dans une interview, vous avez dit qu'un fils, pour montrer qu'il est digne de son père, part à la chasse et ramène un gibier. Ai-je tort? Voilà. Mais vous, Ai-je tort de le dire? mais est-ce que vous avez pu pour le moment envoyer du gibier? Mais justement, il faut bien que j'aille à la chasse. C'est maintenant que je vais à la chasse. Le 31 octobre, j'enverrai le gibier. Puisque vous n'avez pas pu, depuis, vous n'avez pas pu être élu député. Et la présidentielle, c'est la deuxième fois que vous partez. Ah non, j'ai été élu député une fois. Oui, je sais, mais après ça, c'est fini. Vous n'avez pas pu faire Une élire. seule fois, j'ai été battu. Une seule fois, vous avez été battu. Oui, la prochaine fois, si je ne suis pas président de la République, je serai député si je le veux. C'est pourquoi j'ai dit jusqu'à présent, vous n'avez pas pu envoyer le gibier. Non, ce n'est pas ce gibier-là. C'est ce gibier, j'ai déjà envoyé ce gibier une fois. J'ai été président des jeunes du PDC hier déjà. J'ai fait des missions, des courses que le président Bédier ne peut pas faire. J'ai été député pendant 5 ans. J'ai fait des choses qu'à son âge, il ne peut plus faire. Quand je serai président de la République de Côte d'Ivoire le 31 octobre, ma première visite, c'est à Bédier, à Daoukro, pour lui donner ma victoire. Et lui dire, Père, voici ce que je recherchais pour vous. Je vous donne la victoire. Parce que moi, président de la République, c'est Bédier qui est président de la République. Parce qu'il est le père du président de la République. Il est le parrain du président de la République. Et il va être autorité morale. Et tout le monde viendra à ses pieds pour prendre conseil. Comme chez vous, avec auprès de Moro Naba. Oufou est mort. Notre pays n'a plus d'autorité morale. Les anciens sont eux-mêmes dans l'arène pour en découdre avec leurs petits-enfants. Non, ce n'est pas ça, la société africaine ou ivoirienne. Oui, dans nos champs, dans nos villages, le père qui a eu beaucoup d'enfants, au soir de sa vie, est un homme heureux. Parce qu'à un certain âge, il y a des travaux champêtres qu'il ne fait plus. Ses enfants le font pour lui. C'est comme ça qu'ils se montrent dignes de lui. Voici ma pensée. Alors, nous allons continuer à parler de votre candidature. En 2015, les Ivoiriens n'ont pas accepté votre offre. Qu'est-ce qui fait qu'en 2020, ils vont accepter votre offre? Parce que j'ai la foi que cette fois-ci, le projet est à maturité. Qu'est-ce que vous avez comme contenu dans ce projet? Mais regardez les 4 candidats en lice. Si les Ivoiriens, si je m'en réfère à ce que j'entends, ça et là, rêvent du rajeunissement et du renouveau, c'est l'opportunité. Je suis le candidat du renouveau, le candidat du rajeunissement, le candidat de la rupture, le candidat de l'avenir. Il n'y a plus d'espérance dans les autres candidatures. Ouais, on a vu les candidats de l'époque des fondateurs qui sont venus également pour dire que nous sommes venus pour la refondation, vous venez pour le renouveau, mais le contenu des refondateurs a péché. Vous, quel est votre contenu principalement? Parce qu'il ne s'agit pas d'entendre des gens qui rêvent de renouveau, qui rêvent de changement, qui rêvent de rupture, pour dire j'incarne ce rêve-là. Qu'est-ce que vous mettez comme contenu pour la réalisation de ce rêve? Le premier contenu, c'est la paix, au-dessus de tout. Il faut reconstruire la paix dans ce pays.
je vais reconstruire, rebâtir la paix dans ce pays pour justifier la présence de la basilique sur notre sol. Je veux reconstruire la paix au-dessus de tout. Sans paix, rien n'est possible. J'en donne la garantie aux Ivoiriens. Quand j'ai reconstruit la paix dans ce pays, je veux faire en sorte de créer ce que j'appelle moi-même la justice sociale. Par la répartition, la juste répartition des fruits de la croissance. Mais après, ça passe par un combat farouche que je vais mener contre la corruption sous toutes ses formes. Et bâtir une société de méritocratie. De sorte que dans ce pays, plus jamais il n'y a de place pour les prébendes et les passe-droits. Que je donne aux enfants de ce pays les mêmes chances et les mêmes droits. Chacun selon son mérite, chacun selon son travail. Et je mettrai en place un plan pour les jeunes, pour qu'ils accèdent aux responsabilités, pour leur épanouissement. Ça passe par reconstruire l'école ivoirienne. Ce qui a été la préoccupation majeure de Félix Houphouët-Boigny. Un pays qui forme ses enfants, ses cadres, et qui regorge de beaucoup de cadres compétents, est un pays qui choisit le chemin de développement. Le chemin de développement. L'école, c'est la première industrie d'une nation. Parce que c'est elle qui forme les cadres qui viennent se mettre au service du développement. Alors jusqu'à présent, vous êtes Voici les grands axes du contenu de mon discours, de mon projet. Sans oublier ce à quoi je tiens le plus, l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, la transformation sur place de nos produits, de nos matières premières, pour que nous soyons maîtres du prix de nos matières premières, de nos produits, si nous voulons être maîtres de nos destins. Connaissez-vous un pays au monde qui soit fier que sa monnaie soit entre les mains d'un autre pays ou décidée par un autre pays? Voyez-vous l'Europe, laissez l'euro dominé par, le dollar américain. Si tant est que la monnaie est un instrument de souveraineté, comme le disent les économistes, vous voyez qu'il y a beaucoup de chantiers. Mais sur la question de la monnaie... Il faut donc donner dos à la guerre inutile, aux querelles inutiles. Mettons-nous au travail. Mais sur la question du franc CFA, par exemple, de la monnaie, seul vous n'y arriverez pas. Alors que... Bien entendu, le débat évolue. Mais si nous sommes au poste que nous convoitons, notre apport sera déterminant. Ou bien vous envisagez à créer votre propre... Notre apport sera déterminant. Le moment venu, on va continuer. J'ai mon idée, mais je l'ai résumée. Non, mais c'est-à-dire que vous pensez à une monnaie de la Côte d'Ivoire? Nos États doivent être au moins maîtres de leur destin. Ça passe par quoi comme condition? Il faut mettre ça sur la table et réfléchir. Mais il y a deux façons. Une monnaie communautaire ou bien une monnaie personnelle, c'est-à-dire unique à la Côte d'Ivoire. Communautaire tout de même. Nous sommes dans une communauté. Mais le projet... Mais le projet les États-Unis existent. L'Europe se rassemble. La Chine, costaud qu'elle est. Mais on ne peut pas aujourd'hui... Sur la question de la monnaie... œuvrer pour une monnaie locale, il faut travailler à avoir une monnaie sur le continent. Oui, mais sur la question de la monnaie, par exemple, il y a le nom qui a été trouvé, l'écho, et puis le reste, ça s'arrête là. À quand le début, tout ça, ça traîne. Est-ce que vous seul, vous allez pouvoir impulser cette machine? Déjà, le nom est trouvé. Je pense que c'est un processus qui est en cours. Si nous sommes là demain, nous apporterons notre pierre. Alors, vous avez parlé de refonder l'école ivoirienne. Qu'est-ce que vous allez mettre comme contenu? Alors, je vous invite, le 4, mais pas avant, là vous m'excuserez. Le 4, c'est mon investiture. Et je vais pouvoir dévoiler mon projet de société ce jour-là. Nous voulons la primeur. Je vous ai donné quelques éléments déjà. Déjà sur ce plateau? Déjà. Et vous avez beaucoup d'éléments d'ailleurs, de projets. Non, sur l'école ivoirienne, nous n'avons pas grand-chose. Nous savons que vous allez le former, nous ne savons pas qu'est-ce que vous allez le former. Mais le contenu là, il faut bien que vous ayez des raisons de vous déplacer à ma convention. Non, mettez-nous l'eau à la bouche. Il faut que vous ayez des raisons de vous déplacer à ma convention. Alors, nous allons continuer cette émission parce qu'on va vers la fin. Il y a aussi la question de la violence verbale et physique également qui s'invite. Il y a aussi des propos
à caractère xénophobe, des relents xénophobes. On vous avait vu, vous avez contesté violemment Arikona Bédié quand il avait évoqué ces questions-là l'année dernière. Aujourd'hui, le débat est encore revenu à la surface, alors que après la crise post-électorale qui avait fait 3000 morts, l'on pensait que la leçon avait été tirée. Malheureusement, ce ne l'est pas. À qui la faute? Tout ce que je peux dire là, c'est que nous gardions la mesure et adopter le bon temps. Je ne peux pas en dire plus. Mais la politique, c'est dans le domaine de la passion. Est-ce que c'est possible de garder le bon temps et de la mesure? C'est possible. C'est là qu'on mesure la grandeur de l'homme. C'est possible. Nous avons le destin de tout un peuple en charge. Notre responsabilité première, c'est de protéger la vie des citoyens. Donc tous les propos qui peuvent brûler le pays ne sont pas des propos à prononcer. Comme tous les actes qui peuvent brûler le pays ne sont pas des actes à poser. En tout, il faut avoir la mesure et faire en sorte que la lucidité gouverne toutes nos décisions. Voilà, vous avez beaucoup voyagé, vous avez vu des exemples de brassage de population. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous entendez ces propos. Qu'est-ce que vous anime au pays du Fouet-Boigny? Écoutez, je pense qu'il nous faut, nous hisser à la hauteur du rêve du fouet. Ah bien, il faut que nous soyons un jour capables de nous hisser à la hauteur du rêve du fouet. Houphouët a voulu de la Côte d'Ivoire, c'est un choix qu'il a fait. Et ce choix est contenu dans notre hymne national. Il a voulu bâtir un melting pot, un brassage culturel, un brassage. On appelle chez nous ici un peuple Nzassa. Un peuple Nzassa. Houphouët l'a voulu. Et on l'a aimé jusqu'à de la tombe. On ne peut pas, dans son héritage, faire un tri et dire non, ça on le conserve, ça on le jette. Non. Non. C'est ça d'ailleurs qui fait l'attrait de ce pays et son atout majeur. De pouvoir être ce qu'il est pour son destin, le peuple multi-ethnique, multi-racial, même je dirais. Quand le président Bédié a tenu ses propos, est-ce que vous en avez parlé en privé? Lesquels propos? Sur l'ethnicisme, parce que vous êtes opposé à lui, vous avez dit que c'est un mélange, les États-Unis ont réussi un melting pot. Ah non, sur la question, je ne pense pas m'être opposé à Bédié une seule fois, parce que je ne peux pas accuser Bédié d'être xénophobe. Ça là-dessus, c'est formel. On n'a pas dit que vous l'avez accusé, vous avez dit attention aux propos de ce genre. Ah, bien sûr, s'il peut avoir quelques dérapages, d'accord, mais Bédié n'a jamais été un xénophobe. On n'a pas dit qu'il était xénophobe. Je ne pense pas qu'il ait une fois tenu des propos xénophobes dans ce pays. Je crois d'ailleurs qu'on lui a fait un mauvais procès sur ce coup-là. Il n'a jamais été compris quand il criait l'ivoirité. Ah, il n'avait pas été compris? Oui, je pense. À l'origine, c'était quoi? Il a voulu de l'ivoirité comme un concept culturel qui a été politisé, galvaudé. Mais après, lui-même a eu la faiblesse d'avoir pas su communiquer sur la question. Ben, ça l'a emporté. Mais je ne pense pas... Donc c'était une erreur de communication Sans doute, je crois bien. Mais je ne pense pas à Arikona Bédié que je connais qu'il soit un xénophobe. Ça, je ne peux pas dire ça de Bédié sur un plateau de télé. Alors, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'un concept culturel qui vient au moment où Houphouët-Boigny est parti, alors qu'il avait effectivement incarné une autre façon de faire, est-ce que ce n'est pas par là qu'il a péché? Ce n'était pas mieux de marcher sur les traces du père? Bon, ça, c'est une autre analyse. Alors, nous partons vers la fin de cette émission. Quelles sont vos relations avec les autres qui sont à l'extérieur? Je commence par Guillaume Soro. Moi, je me définis comme l'ami de tous, ennemi de personne. Guillaume est un frère. Brégoudé est un frère. Nous sommes la même génération. Si Dieu nous donne longue vie, nous avons encore beaucoup de temps devant nous. Et nous voulons, nous, ensemble, régenter la vie politique ivoirienne. Depuis que Guillaume Soro est parti, vous avez pu vous rencontrer? Nous nous sommes parlé il n'y a même pas 48 heures au téléphone. Mais physiquement? Non, physiquement, non. Qu'est-ce que vous êtes dit au téléphone? Nous sommes salués déjà. Quand Guillaume et moi... Et vous a invité à rejoindre la désobéissance civile, vous dites que vous ne partez pas? Quand Guillaume et moi, nous parlons, quand nous nous voyons au téléphone, très souvent nous passons plus de temps à rire qu'à parler. Vous riez seulement? Nous avons de grands souvenirs et beaucoup de souvenirs. Et vous avez invité à rejoindre formellement la désobéissance civile?
Il n'est pas là en ce moment. Non, au téléphone. Mais ce n'est pas au téléphone que ça se... Non, puisqu'il est partisan de la désobéissance civile. Vous savez bien que Guillaume Soro fait partie de ceux qui sont poursuivis par des problèmes d'écoute téléphonique. Je ne crois pas qu'il prendrait le risque de continuer. Non, mais s'il l'a dit, il faut le dire. S'il n'a pas dit ou s'il n'a pas dit. Et je dis qu'on s'est parlé, on a fraternisé au téléphone, il n'y a même pas 48 heures. Et Charles Blé Goudé? Ben lui, c'est tous les jours que nous nous parlons. Vous parlez de quoi tous les jours? Ben de la Côte d'Ivoire, notre pays, de la génération. Lui, vous avez pu le rencontrer depuis qu'il était à La Haye? Oui. Soro était ici, donc nous nous voyons. Pendant 5 ans, nous étions tous les deux à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas si longtemps qu'il est parti, lui. Non, je parle de Blé Goudé. Non, pour vous dire que, comme vous faites le parallèle, Blé Goudé, oui, il est loin, donc chaque fois que mon temps me le permet, je lui rends visite. Et Laurent Gbagbo? Pareil. Vous vous téléphonez régulièrement? Non, Gbagbo pas au téléphone. Chaque fois que j'ai le temps, je lui rends visite, pareil, comme Blé Goudé. Et quand vous... Goudé, c'est un ami, là, on peut se... Même devant vous, je peux l'appeler à tout moment. Et quand vous arrivez devant Gbagbo, quand vous voyez de quoi vous parlez, c'est vrai la politique ivoirienne, mais les perspectives, est-ce que vous lui dites, Monsieur le Président, est-ce que c'est pas mieux de vous reposer et puis nous laisser la place? Est-ce que vous lui avez dit? Nous n'avons pas encore eu le temps d'aborder ces questions, lui et moi. Vous vous êtes rencontrés? Écoutez, tant qu'il était en prison, ce n'était pas élégant de ma part d'aborder ce genre de questions. Gbagbo en prison avait besoin plus de soulagement, de soutien. Mais depuis qu'il a été libéré par la CPI, est-ce que vous... Nous avons eu une seule occasion. Vous n'en avez pas parlé? Ce n'était pas encore le moment. Puisque dans les médias, vous dites que Bédié, Alassane et Gbagbo doivent pouvoir se retirer, vous les rencontrez physiquement, vous ne le dites pas. Mais si j'ai l'occasion, je le dirai. Les hommes religieux qui s'invitent dans ce débat, tous sont unanimes que la sagesse commande que les trois se mettent de côté. Tous le sont unanimes. Oui, effectivement, les leaders religieux s'invitent, mais c'est mal accueilli. Ces messieurs ne devraient pas se tenir loin des chapelles politiques ou des débats politiques. Mais on ne peut pas leur nier non plus le droit de donner des conseils. Nous sommes tous de leurs partisans. Si on n'est pas musulman, on est chrétien. Donc, qu'est-ce qu'on recherche auprès d'eux quand on va à l'église? Ben, dans le prolongement de leur mission, ils peuvent nous parler à tout moment quand ils veulent. S'ils sont juste eux droits, dans les idées qu'ils émettent, c'est aussi leur droit. C'est aussi leur droit. Alors, il y a aussi, au niveau du Burkina Faso, il y a une élection qui se prépare. Vous avez des liens avec certains hommes politiques au niveau du Burkina Faso. Comment vous comptez-vous vous soutenir mutuellement? Nous sommes pour l'instant des États souverains. Donc, la question des élections au Burkina, c'est l'affaire des Burkinabés. Non, mais entre candidats qui partagent la même vision politique, il y a des soutiens qui se développent et qui se font. Non, ma position est officielle, je vous la donne. Nous sommes pour l'instant des États souverains. Les questions des élections au Burkina, c'est l'affaire des Burkinabés. Comme les questions des élections en Côte d'Ivoire, c'est l'affaire des Ivoiriens. Vous avez des amis qui sont candidats? Je peux simplement téléphoner pour les encourager. Vous avez des amis qui sont candidats? Non. Au niveau du Burkina Faso? Non. Je connais presque tout le monde au Burkina. Tous les candidats, je les connais tous. Mais moralement, vous soutenez quel candidat? Je n'ai pas de préférence. C'est au seul peuple burkinabé qui le revient de choisir d'avoir une préférence. Et ça doit être réciproque. Vous voyez ce que je veux dire? Celui que le Burkina aura choisi, celui-là est notre partenaire. N'empêche que nous pouvons avoir des relations humaines dans le Burkina. Alors, pour terminer, les deux institutions qui vont arbitrer le jeu électoral sont contestées par beaucoup de candidats. Y compris moi-même. Dans le retour, vous partez aux élections qui vont être arbitrées par le même... espoir que d'ici là, nous trouverons une solution apaisée si on dialogue. Et on va dialoguer. Vous faites partie de ceux qui demandent la dissolution du Conseil constitutionnel. Je serai à la table de négociation, de dialogue, vous m'entendrez bientôt. Mais est-ce que vous faites partie de ceux qui demandent la dissolution du Conseil constitutionnel? Non, ça, je ne l'ai pas demandé. Je ne suis pas de ceux-là. Et la Commission électorale indépendante? Je pense qu'elle doit être réformée. C'est pas tard? Est-ce que ce n'est pas tard pour les élections? Il n'est pas toujours tard de bien faire, non? Qu'est-ce que vous, concrètement, vous reprochez à la Commission électorale indépendante? Elle doit être indépendante. Elle ne l'est pas? Et non inféodée. Elle ne l'est pas? Pour l'instant, je n'ai pas le sentiment qu'elle est totalement indépendante. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est inféodée? Ben, il n'y a qu'à regarder le mode de fonctionnement. Ça fonctionne comment? Ceux qui la dirigent, la Commission. Ceux qui la dirigent. Ils sont tous du RHDP, du RDR? Parmi les candidats. Ça, c'est de toute évidence. Ils ont choisi les parrains des candidats, vous dites?
Non, je dis choisi par un des candidats. Choisi par un des candidats. Vous ne pouvez pas me choisir pour représenter vos intérêts quelque part et puis après, je fais autre chose. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit, est-ce que vous ne partez pas à une compétition dont tout est déjà biaisé? Après, c'est le peuple qui décide. Écoutez, cette commission-là existait bien quand nous avons gagné la mairie de Plateau, nous avons gagné la mairie de Port-Boué, et beaucoup d'autres mairies, Cocody. Dans la même composition. Quand le peuple décide du changement, personne ne peut résister. Même pas des instruments. C'est vrai, vous avez les supporters, mais vous avez l'arbitre qui arbitre et qui peut donner parfois un faux penalty. Quand le peuple décide, aucun arbitre ne peut se mettre devant le peuple. Où étaient vos institutions à l'époque au Burkina quand le peuple s'est levé? Voilà. Personne ne peut résister. Mais là, ce n'est pas ça, c'était pas une élection, c'était une insurrection. Oui, alors que si les c'est une Ivoiriens vont insurrection, massivement aux urnes, personne ne peut contester ou nier l'évidence. C'est pourquoi je les invite à ne pas pratiquer la politique de la chaise vide. dans votre bouée de Il sauvetage, faut c'est que qu'ils les se Ivoiriens mobilisent pour aller dans les urnes. votent massif. Et d'ailleurs, s'ils ont l'occasion d'avoir deux candidats, Alassane Ouattara et Kakabe, mais alors c'est du pain béni. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Que Ouattara s'en aille, Kakabe est en face de Ouattara. Pourquoi aller chercher encore d'autres raccourcis, d'autres chemins plus longs? Pourquoi? Qui mettraient le risque, qui mettraient la vie des Ivoiriens en danger. Vous croyez un second tour? Bien entendu, Ouattara ne peut pas gagner au premier tour. Mais vous ne pouvez pas gagner un premier tour. Mais au second tour, tout va se dessiner. Tous ceux qui hésitent parce qu'ils ne croient pas au Vous, processus. est-ce que vous n'êtes pas sûr de gagner au premier tour? Moi, je gagnais soit au premier tour, soit au second tour, peu importe. Mais j'ai gagné ce scrutin. Mais vous misez pour le premier tour ou le second tour? Comme pour l'instant, il y a un climat, je ne suis pas certain que les Ivoiriens se mobilisent davantage pour aller aux urnes. À partir de là, je ne peux pas dire que je gagne au premier tour. Mais quand ils verront ce qui va se passer au premier tour, plus personne ne restera chez lui au second tour. Ils comprendront que j'ai eu raison encore une fois. Hélas, il faut que cette fois, ils me suivent. Et au second tour, ils viendront me plébisciter. Merci de nous avoir reçus, parce que c'est sur ces mots d'espoir que cette émission prend fin. Nous vous disons merci de nous avoir reçus. Nous disons également merci à toute l'équipe technique. Merci, madame, merci, monsieur, vous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission. Au revoir et bien de chez vous. Merci. Merci.